Bonsoir Bidji, comment ça va? Bonsoir, ça va super. Super, super. Bon, là, on va faire une petite interview portrait. C'est vraiment pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore, pour qu'ils puissent te connaître plus en profondeur. On va retourner au tout début de ton enfance jusqu'à aujourd'hui. On va même parler de tes projets futurs. Alors, pour commencer, tu es né le 15 novembre 1995 à Bruxelles, d'une famille nigérienne zimbabwienne. Est-ce que la culture africaine, dès le berceau, ça a été quelque chose de très important pour toi? Bien sûr, super important. J'ai grandi avec ma mère. Du coup, je suis de mon côté zimbabwéen. Et en fait, d'où vient le nom Zoulou? Parce que depuis tout petit, j'ai grandi un peu avec la culture Zoulou. Et du coup, c'est ancré en moi. Et voilà, quand t'es africain, t'oublies pas d'où tu viens, tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. On va rester dans ton enfance. On va aller à tes périodes d'école jusqu'à 12-13 ans. Tu te définirais comment comme enfant? Est-ce que tu étais plutôt bagarreur, plutôt calme, introverti? Ben, j'étais un enfant assez perturbateur. Je sais pas, j'avais besoin d'un peu d'attention. Je foutais un peu la merde, j'essayais un peu de me trouver quelque part. Je me faisais souvent renvoyer des écoles. Et j'avais besoin, en fait, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie, qui avait besoin de me canaliser et dépenser mon énergie. Et c'est là où j'ai connu le sport, j'ai commencé par le foot. Je jouais au foot, je courais partout, j'avais besoin du sport. Donc depuis tout petit, j'ai toujours été un peu sportif parce que j'avais beaucoup en moi que j'avais besoin un peu de ressortir. Est-ce que tu étais bon au foot? J'étais super bon, j'ai Ouais? joué en nationaux. Sérieux? Ah ouais, j'ai joué à la Russas, je me rappelle, U16 nationaux, milieu défensif. Je stoppais tout le monde, les gens ils avaient peur. Je courais, je stoppais les gens. C'était l'époque de la Roussas Cup où ça jouait contre des grosses équipes et tout en plus. Ouais, franchement, non, le foot c'était. Allez, on a tous commencé par le foot, tu vois, et ça reste le premier love sportif. Et c'est pour quelle raison que ça s'est arrêté le foot? Ben, du coup, je suis parti à Namur, à l'internat. Et à ce moment-là, du coup, j'avais plus mon club. Et du coup, ben, j'ai un peu décroché le foot et ça me convenait un peu moins parce qu'il y avait un peu plus de pression. C'est un travail d'équipe. Et quand j'ai connu la boxe, qui est un sport individuel où tu ne peux pas te plaindre d'un tel ou un tel, c'est vraiment toi et toi-même, j'ai beaucoup plus apprécié et tu as plus de respect là-dedans, plus de discipline alors que c'est un combat où on se bat, quoi. Donc, ouais. Bah, comme tu l'as dit, tu as été envoyé à l'internat à l'âge de 16 ans si je ne me trompe pas. Comment est-ce que tu as vécu cette période? Au début, j'ai jamais vraiment aimé l'idée de l'internat parce que c'est comme si ta daronne elle te rejetait, tu vois, en mode vas-y, va à l'internat et tout. Donc j'ai jamais vraiment aimé l'idée, mais une fois que j'y étais, ben, en fait c'était trop bien, tu vois. J'ai fait des rencontres là-bas que jusqu'à aujourd'hui, j'ai rencontré des personnes en or. À la maison, ça allait mieux du fait que je ne suis pas tout le temps là, on n'est pas l'un sur l'autre. Donc c'était plus agréable et j'ai beaucoup appris. En fait, c'est un passage de ma vie que je devais passer par là et aujourd'hui, je ne regrette rien. Donc au final, j'ai bien aimé l'internat. Ok. Bah, comme tu l'as précisé, tes premiers pas dans le sport, c'est du coup dans le foot. Puis tu as fait du street workout pour au final à tes 18 ans commencer le MMA / la boxe. Est-ce que ça a direct été un coup de cœur ou est-ce que c'est au fil des entraînements que tu as commencé à plus aimer? Direct. Avant même d'aller dans le sport, à l'entraînement du MMA, j'étais déjà fan de tout ce qui était combat et tout. J'étais quelqu'un qui aimait tout ce qui était compétition. J'ai toujours voulu être le plus fort, le plus rapide. Je m'amusais à faire des bras de fer, à jouer à la lutte avec les amis. J'étais à la salle de muscu, donc tout ce qui était compétition de homme à homme, c'était déjà un kiff. Et tout ce qui était catch, je kiffais le catch à l'époque, je regardais ça sur... AB9. Ouais, voilà, c'était ça. Et juste après ça, il y avait l'UFC, je regardais ça et je me suis dit, à l'époque des Rampage Jackson et tout dans la cage, et directement j'ai kiffé, on joue au jeu. Donc avant même de rentrer à mon premier entraînement, j'étais déjà en mode gros yeux sur le sport et dès que j'ai fait mon premier entraînement, c'est là où j'ai eu la révélation et j'ai trop kiffé, c'était quelque chose qui me parlait et je savais à partir de ce moment-là que c'est ce que j'avais besoin et depuis là, j'ai plus jamais lâché. On peut dire qu'on fait un peu partie de cette génération qui aimait déjà le MMA avant que ce soit hype. Maintenant, tout le monde parle de MMA. Même des gens qui ne connaissent pas, ils vont connaître McGregor ou ils vont regarder un combat de temps en temps. Ou là, avec Oliveira, voilà. En vrai, tout le monde connaît au moins le MMA. À l'époque,
bah, c'était moins connu. Toi, il y a qui à l'époque qui t'a vraiment marqué et qui t'a fait tomber amoureux de ce sport, entre guillemets? Ouais, il y en avait des grands, hein. Il y avait Georges Saint-Pierre, Anderson Silva, Tito Ortiz, Chuck Liddell, Rampage Jackson, tous les anciens en fait. Et puis après, enfin, moi c'était plutôt cette génération-là de combattants qui m'a fait kiffer. Et après, quand tu regardes l'histoire du MMA et que tu reviens en arrière, tu vois d'où ça a commencé, où vous n'avez pas de règles, et ils se tapaient, les gants, t'étais là en mode waouh, c'était vraiment bagarre de rue. Mais sinon, les combattants qui m'ont le plus inspiré, je dirais quand même, c'était tous ceux que je viens de citer. Georges Saint-Pierre, Anderson Silva, pour moi, c'était les GOAT. Et John Jones qui arrivait, tout jeune champion. Et pour moi, quand je les voyais, j'étais en mode waouh. Malgré le fait que tu aies commencé par le MMA directement, à tes débuts, tu avais plus un style striker. En tout cas, je trouve que tu avais plus un style striker, ce qui au fur et à mesure s'est développé. Aujourd'hui, je trouve que tu es un combattant assez complet, et notamment ceinture violette de GGB. Comment est-ce que ça se fait qu'à tes débuts, tu étais plus style striker? On va dire que c'était naturel un peu pour moi. Peut-être que bon, j'ai eu quelques petits bagarres et je sais pas, j'ai toujours eu ce truc de pop-up, tu vois. La bagarre, c'est directement gauche-droite. Mais ouais, j'ai très vite appris le striking, ça m'a très vite parlé et je suis devenu très bon, même si j'ai commencé avec tout. J'ai commencé le MMA directement, donc j'ai appris un peu à lutter, j'ai appris le sol, j'ai appris à boxer. Et après, j'étais un grand fan aussi de la boxe anglaise comme Mike Tyson, les Mohamed Ali. Du coup, j'étais beaucoup inspiré par ça et à mon avis, ça s'est ancré en moi et dans mon style. Et voilà, j'ai préféré directement frapper parce que quand un combat commence, c'est directement gauche-droite. Là, je vais parler de tes combats amateurs. Quand on écrit Okibolaji sur YouTube, il y a des vidéos qui datent quand même d'il y a 7 ans, je crois même 8 ans. Ton premier combat amateur, tu l'as fait combien de temps après ton premier cours? 6 mois. 6 mois? Après 6 mois d'entraînement, j'ai eu mon premier combat en MMA amateur. Et sur l'événement de Chris ou c'était... Du tout, non, c'était un événement en Hollande quand j'étais au... Non, même pas, c'était à Anvers. Anvers? C'était à Anvers et quand j'étais au ringside et du coup, ouais, j'ai fait un match nul ce jour-là. Et c'était mon premier combat et j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé depuis là. En plus, tu restes sur ta faim parce que voilà, tu as fait un match nul et j'ai fait comme j'ai pu. Et du coup, ben, tu retournes à l'entraînement, tu t'entraînes encore plus et tu es prêt pour le prochain. En tout cas, pour moi, c'était révélateur et depuis là, j'ai jamais lâché. Bon, aujourd'hui, sur Tapologie, les jeunes combattants, on retrouve tous leurs combats parce que tout est vraiment réglementé. Avant, les galas amateurs, c'était un peu moins réglementé que maintenant. Du coup, sur Tapologie, moi j'ai vu qu'un combat amateur en MMA, mais du coup, tu en as eu plusieurs. Tu en as eu combien au total? Pas tant que ça aussi, je crois que je dois en avoir 5-6, quelque chose comme ça, 5-6 combats amateurs. Et après, mais le truc c'est que j'ai eu des combats en amateur et en kickboxing. Je faisais les deux en même temps, dans les mêmes périodes. Donc, je combattais une fois en MMA, je combattais une fois en kickboxing. Mais en MMA, je devais en avoir 5-6 en amateur et en kickboxing, pareil. D'ailleurs, même quand tu es passé pro MMA, tu as continué à faire des combats de kickboxing? Ouais, j'ai continué à faire des combats kickboxing, même quand je suis passé. D'ailleurs, petite anecdote comme ça qui me vient en tête, mais sur ton dernier combat de kickboxing, c'était au gala que ton coach organisait Valon à la Emergence. Le main event, c'était Cookie, qui aujourd'hui est ceinture intérimaire du Glory. Vous êtes tous les deux Nigériens. Bon, voilà, c'était une petite anecdote Yes. je vais à dire comme ça. Que ce soit en amateur ou en pro, tu as eu énormément d'annulations jusqu'à là, il n'y a pas longtemps. En fait, je ne sais pas si tu étais craint par tes adversaires ou si, comme par hasard, ils se blessaient souvent. Toi, comment est-ce que tu as vécu ces moments où bah, tu t'entraînes, tu fais des weight cuts, tu gères ton poids pour au final avoir des annulations? Pas de combat veut dire aussi bah, pas de revenus. Comment tu as géré ces moments sans combat? D'office, il y a un peu des deux. Donc des fois, les combattants ils trouvent un peu des excuses parce que peut-être ils sont pas au poids, peut-être ils ont peur ou peut-être ils sont vraiment blessés. Après, c'est des choses qui arrivent. Surtout quand tu es amateur, tu as des combats qui sautent très vite. Des fois, je me rappelle, j'avais un combat en Hollande, je suis parti jusque là-bas et le gars il n'était pas au poids. Du coup, combat annulé et on a fait le trajet pour rien. Donc, c'est frustrant, mais après voilà, c'est des choses qui arrivent et j'ai continué à m'entraîner. Donc je savais que c'est pas du gaspillage parce que le prochain, ben, il allait pas tarder à arriver et j'allais juste être encore plus fort pour le prochain. Donc
je restais quand même positif, même si ça te laisse un peu sur un goût amer sur le moment même. Mais après, de toute façon, ils ne peuvent pas t'ignorer pendant longtemps et tu finiras par combattre. Là, on va parler de ton premier combat professionnel. Malheureusement, bah, c'est ta seule défaite en carrière. Déjà, comment est-ce que tu as vécu cette défaite? Et on dit souvent aussi que perdre son zéro assez tôt en carrière, finalement, c'est quelque chose de positif car on ne ressent plus cette pression de l'invaincu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et comment tu as vécu cette défaite? Cette défaite, c'était aussi une grosse révélation pour moi. Ça m'a rendu plus fort. Voilà, après, bien sûr qu'on veut tous garder le zéro et garder cette aura d'invincibilité et dire qu'on est invaincu. Moi, pour mon cas, dès le départ, je n'ai pas été invaincu et donc du coup, j'ai fait avec. Mais ça m'a rendu plus fort. J'ai regardé le pourquoi du comment j'ai perdu. On a travaillé sur ces domaines-là. Et aujourd'hui, quand tu connais le goût de la défaite, tu n'as plus jamais envie de le connaître. Et ça m'a rendu plus fort. Et du coup, voilà, tu vois, c'est des choses qui arrivent. Et moi, en tout cas, je l'ai bien vécu parce qu'aujourd'hui, je suis plus fort grâce à cette défaite. Tu as enchaîné quelques combats en MMA jusqu'à être en 4-1. Puis il y a eu malheureusement le Covid qui a été difficile pour tout le monde. Mais je crois encore plus pour les combattants. Parce que déjà, on sait qu'au début, c'est difficile de vivre du MMA. Si en plus de ça, on n'a pas de combat, c'est encore plus difficile. Comment est-ce que tu as géré cette période de Covid? Écoute, comme tout le monde, c'était compliqué. On était à l'arrêt. Mais après, je n'étais pas vraiment à l'arrêt. Je continue quand même à m'entraîner en soum-soum, tu connais. Et du coup, voilà, on faisait avec. Et après, heureusement que notre coach organisait quand même des événements quand c'était autorisé en pied-point. Du coup, j'ai su quand même combattre. J'ai su m'entraîner, même si c'était compliqué au début. Donc, il y avait un petit temps d'arrêt. Mais voilà. De mon côté, moi, je ne peux pas rester inactif et ne pas m'entraîner. Donc, en tout cas, j'ai continué à m'entraîner. C'était une période difficile parce que, voilà, comme tu dis, pas d'entrée d'argent. On était tous à l'arrêt. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. On a tous vécu un peu ce moment difficile. Et voilà, on est passé ce gros moment et on a su tous combattre au final. Bon, comme si ce n'était pas assez, après le Covid, tu as réussi à enchaîner 2 combats au LFL en Hollande. D'ailleurs, 2 magnifiques prestations. Tu étais booké pour le title shot face à Yann. Son nom de famille est très compliqué, je préfère ne pas l'écorcher, du coup je ne vais pas dire son nom de famille. Et là, malheureusement, blessure. Tu as été inactif quand même une bonne petite période, presque 1 an, ou un peu plus d'1 an si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était 1 an environ, je sais même pas. Comment, déjà, est-ce que tu peux me donner plus de détails sur la blessure? Et comment ça a été mentalement juste après le Covid, quand tu te dis bon là enfin je vais repartir à 200 à l'heure. Et là, tu te blesses. Voilà, c'est des choses qui arrivent dans ce sport, malheureusement. On fait de la boxe. Après, dans chaque sport de haut niveau, tu as des risques de blessure. Et là, je m'étais blessé à l'entraînement, qui fait que voilà, ça m'a bloqué. Et je m'étais fait ça à Paris, en sparring là-bas. Et voilà, c'est des moments durs où voilà, tu es en plâtre, tu es à l'arrêt. Donc à ce moment-là, c'est très mental. Mais voilà, j'ai un grand mental, donc je savais que c'est qu'une question de temps, rééducation, on revient plus fort et on y va, tu vois. Donc aujourd'hui, je l'accepte parce que ça fait partie du sport, tu vois. Et si on se met à chaque fois des blocages dans notre tête de ouais, mais imagine si on se blesse, imagine ça, au final, on ne fait plus rien. Donc, je vis ma passion à 100%, je fais mes entraînements à 100%, on se blesse, ça arrive. Mais on revient plus fort et pour mon cas, ça a toujours été le cas. Chaque blessure que j'ai eue, ça fait chier sur le moment même, mais on revient plus fort, mental, on reste forgé et voilà. Après, ton combat de retour, ça a été face à Assis Silva à l'Atomic Fighting Championship, combat que tu as terminé assez rapidement au premier round avec un coup au corps. Puis tu as combattu contre Nahir Melikian, qui était à l'époque invaincu en 10-0, 11-0. Il avait été booké de base pour les Dana White Contender Series. Il n'a pas pu s'y rendre dû à des problèmes de visa. Vous avez livré une guerre, une magnifique guerre, un très beau combat. Jack, quel était ton ressenti durant le combat? C'était un combat dur. C'était un des combats le plus dur pour moi. J'étais face à un adversaire féroce, tenace, il lâchait rien. Et j'étais bien surpris.
En fait, j'avais étudié l'adversaire, je savais que c'était un dur à cuire, un bagarreur, mais je ne pensais pas qu'il pouvait prendre autant de coups et rester toujours là, en fait. C'est ça qui m'a le plus surpris dans le Ouais, combat. parce qu'il était amoché, hein. Ouais, j'ai su bien le toucher, le contrer. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'il était encore là. Donc à un moment donné, j'étais, mais wesh, c'est comment, pourquoi tu tombes pas en fait, tu vois? Et du coup, ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Donc à partir du deuxième round, dans le coin, j'étais là en mode putain, mon corps, j'en pouvais plus en fait. Mais mental, et on n'abandonne jamais. On a tenu bon encore un round, je l'ai emmené au sol, on a fait la guerre et au final on a gagné. Mm. Voilà. C'était un combat. Bon, pour moi, au révisionnage, pour moi, c'est clair que tu as gagné, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Après, en live, parfois, c'est un peu plus difficile. Scorer un round en live, voilà, parfois, on ne sait pas. Est-ce que c'est l'amener au sol qui a plus compté? Est-ce que c'est la pression qui a plus compté? C'est pas toujours facile à juger. Est-ce qu'à la fin du gang, toi, tu étais sûr d'avoir gagné? J'étais sûr d'avoir gagné. On ne peut jamais vraiment être sûr quand c'est une décision. Là où j'étais sûr, c'est que pour moi, j'avais un peu plus l'avantage. J'avais l'avantage, clairement. Parce que tu regardes mon visage, tu regardes son visage, tu comprends. Il ne m'a pas touché, en fait. Tu vois. J'étais fatigué de l'énergie que j'ai dépensée. Mais en fait, j'esquivais tous les coups. Et heureusement que j'esquivais tous les coups. Parce que sinon, je crois que je faisais peut-être dodo. Mais il prenait tous les coups. Il esquivait rien. Donc je le touchais, je l'amouchais. Et moi, j'esquivais tous ces coups. Donc je ne voyais pas comment ça pouvait aller dans son sens. Plus mes takedowns que je l'ai emmené au sol, où j'ai sécurisé la fin des rounds, pour moi, il n'y avait pas photo. Là où je sens que voilà, c'était un peu comme ça, c'est par rapport à mon énergie et par rapport à ma fatigue. Mais je boxais, donc j'ai boxé en avançant, j'ai boxé en reculant. Donc quand j'étais fatigué, je boxais en reculant, mais il ne me touchait pas. Donc à chaque fois, je le touchais. Il m'a touché quoi, peut-être 2-3 fois. Mais voilà, au final, je suis sorti de là tranquillement, tu vois. Donc pour moi, c'était sûr que je gagnais. Tout à l'heure, on parlait d'annulation. Après ce combat, tu allais enchaîner avec un combat à l'European Beatdown, un combat pour le titre featherweight qui a été annulé. Je crois que l'adversaire n'a même pas été annoncé au final, tellement ça a été annulé vite. Est-ce que c'est une possibilité de te revoir en featherweight plus tard dans ta carrière? Bien sûr, c'est une catégorie que j'y songe beaucoup, surtout quand on parle de l'UFC. D'office. Après, c'est une catégorie où j'ai encore jamais vraiment combattu, même si j'étais censé combattre. Donc j'aimerais bien voir comment mon corps se sentirait et tout ça, mais je pense que je peux largement le faire avec un bon suivi professionnel, bien sûr. C'est une catégorie que d'office. Je jonglerais bien sur le 66 et 70 kg d'office. Et actuellement à 70 kg, bon, tu as un bon physique, tu es bien, mais on va pas dire que tu as un gros 70 kg, tu es bien dans la catégorie. Niveau des weight cuts, ça se passe comment? Est-ce que c'est vraiment facile ou est-ce que bon, ça reste un weight cut quoi? Non, justement, moi j'aime bien le 70 kg parce que je ne dois pas non plus me tuer, être légumes. Je ne suis pas le cutter qui va commencer à cutter pendant des 10 kg et me retrouver comme des légumes et ça peut jouer sur des performances et c'est pas super bon aussi pour la santé. Je cut et moi ça me réussit bien. Ça me réussit bien, j'ai ma vitesse et j'ai ma force. Je suis déjà quelqu'un de fort naturellement. Donc moi ça me réussit bien et moi je suis bien comme ça. Après, pour descendre à 66, je pourrais le faire, mais je sais que c'est un suivi bien professionnel que je vais devoir faire et je le ferai. Mais en tout cas, le 70 kg ça me réussit bien et ça fonctionne donc je vois pas pourquoi je vais changer ça. Bon, ton dernier combat du coup en date, c'était face à un Brésilien, Jokmar quelque chose, malheureusement j'ai oublié son nom de famille. C'était un combat, encore une fois, tu as fini très vite au premier round avec un genou au corps. Après ça, du coup, tu as eu l'annonce de Dana White Contender Series. Déjà, comment est-ce que tu as annoncé que tu allais combattre au Dana White Contender Series? En fait, j'ai signé avec Paradigm Sport. Et du coup, ceux qui connaissent Paradigm Sport, c'est quand même une des plus grosses boîtes de management aux États-Unis, en Amérique. Les Conor McGregor sont passés par là, Adesanya est toujours là. Plein de combattants déjà qui sont à l'UFC. Donc la connexion est facile, on va dire. Et du coup, il fallait simplement des combats
à mon actif, il fallait que j'ai quand même un bon CV à présenter à l'UFC pour pouvoir signer. Du coup, ça a toujours été le plan depuis le début, en fait, l'UFC, bien évidemment. Du coup, c'était prévu que j'aille au Dana White Contenders, mais on attendait simplement de faire ces combats-là et d'avoir des victoires sur mon palmarès. Et au final, ben, comme tu as dit, j'ai mon dernier combat au beatdown qui a été annulé, du coup ça s'est pas fait. Du coup, ça m'a fait chier parce que je me disais que voilà, tu vois, on me ralentit un peu dans ma lancée, mais au final, c'est là le coach où il m'a dit quand même que tu vas combattre quand même au Dana White Contenders. Il me l'a annoncé, j'étais à l'entraînement, j'étais en mode putain, fais chier, je me suis entraîné pour rien. En mode je suis prêt et l'événement il est annulé. Et c'est là où il me dit ouais, mais t'inquiète, tu vas aller au Dana White Contenders. Et il me l'a un peu annoncé comme ça. Et du coup, ouais, super content. Et maintenant on doit au boulot. Hein. Le travail n'est pas fini, c'est bien beau d'être content, mais on sera content quand on va décrocher le contrat. Tu affrontes Dylan Salvador, qui est de base très très réputé pour sa Muay Thai. Il a fait quelques combats en kick aussi, où il a notamment gagné un tournoi au Glory. Néanmoins, son sol est loin d'être mauvais. Franchement, c'est quelqu'un qui a bien géré sa transition MMA. Toi, t'en penses quoi en général de ton adversaire? Je pense que c'est un bon adversaire, hein. C'est un adversaire expérimenté. Il a c'est un très bon striker. Voilà, il vient du Muay Thai, il a fait sa transition en MMA. Je trouve que c'est un adversaire intelligent. Mais voilà. Tu vois, il a des failles. Pour moi, oui, il a fait, comme tu dis, une bonne transition à son sol ou quoi, mais on voit aussi que ce n'est pas forcément son point fort et il s'adapte. Après, je pense que même s'il a affronté beaucoup de très grands strikers, il n'a jamais affronté le Zoulou. Et le Zoulou, il a son style à lui, il a son style unique. Et une fois que tu es dans la cage, c'est là où tu comprendras que c'est pas pareil. J'ai un gros mental aussi, je sais qu'il a un bon mental, il a un gros mental, mais j'ai une détermination que tu peux pas briser. Et donc du coup, je suis quelqu'un qui doute jamais en fait. Je sais ce que je vaux, je connais mes capacités, on l'a bien étudié, on a fait une bonne stratégie contre lui. Et voilà. Vous allez voir le 29. Voilà, d'ailleurs, tu as parlé de striking. C'est vrai que c'est un gros client en striking, mais ce que les gens ils oublient aussi, on est en MMA. C'est comme le jiu-jitsu, c'est comme la lutte, c'est comme le striking. En MMA, c'est du MMA. Le striking MMA, c'est pas forcément le même que le striking de base. La lutte MMA, c'est pas du tout la même que la lutte de base. Exactement. Ça veut dire, bon, toi, t'es né là-dedans. Ça veut dire, pour moi, tu pars quand même avec un certain avantage du fait que c'est vraiment ton domaine, le MMA. Après, moi, j'avais une petite question pour toi. On pourrait penser que vu que c'est un striker, si jamais tu es mis en difficulté, tu pourrais potentiellement aller shooter un takedown. Maintenant, on sait qu'au Dana White Contender Series, l'important, c'est pas que de gagner. C'est d'impressionner Dana White pour qu'il te signe à l'UFC. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu prends en compte ou est-ce que tu te dis, j'y vais pour gagner et après le reste En fait, moi, j'y vais toujours pour gagner. Parce que sinon, tu n'y vas pas. Donc, même dans tous les cas, j'y vais. Mais dans ma tête, il faut gagner. Après, à la clé, comme tu as dit, il y a le contrat pour Dana White, il faut l'impressionner et tout ça. Et je ne m'inquiète pas par rapport à ça parce que j'ai déjà un style qui est assez flatteur, entre guillemets, que les gens aiment voir. J'ai du show, c'est déjà dans ma personnalité, dans ma manière de boxer. Les gens ont toujours aimé me voir et je ramène toujours cette hype, ce show. Et donc, je ne m'inquiète pas vraiment pour ça. Je dois simplement être moi-même. Et je sais que ça ira, tu vois. Donc l'objectif pour moi ici, c'est de gagner ce combat avec la manière, bien évidemment. Et je sais que quoi qu'il arrive, il kiffera. En plus, pour moi, tu es vraiment très bien préparé pour ce combat. Tu t'entraînes à la Valent Team, à Da Vinci. Du coup, c'est une salle où il y a beaucoup de strikers déjà de base qui viennent du Muay Thai, du kickboxing. Tu as la chance de tourner avec Arman Ambarian, qui est classé au Glory, 10e si je ne dis pas de bêtises. J'ai vu récemment sur ton Instagram que tu as tourné quelques fois avec Alim Nabiev aussi. J'ai même vu que tu as tourné avec Saladin Parnasse en France. Du coup, voilà, je pense que tu es plutôt préparé. Maintenant, en parlant de Saladin Parnasse, c'est un Français. Nous, on est Belges. Il y a une petite rivalité franco-belge, mais bon. Actuellement, on va dire que, honnêtement, le MMA français, en tout cas, plus mis en lumière que le nôtre. Ils ont beaucoup de combattants déjà signés à l'UFC.
En Belgique, là, de tête, si je devrais te donner des noms qui sortent du lot, bah, je te donnerais toi, je donnerais Lawson Keita, je donnerais Desmae du KSW, je donnerais Yann du Cage Warriors, peut-être les frères Di Franco. Voilà, peut-être que j'en oublie certains, mais niveau pro, on a peut-être un petit retard sur eux. Mais niveau amateur, je trouve qu'on a vraiment une très très belle écurie. J'ai vu sur ton Instagram que tu as tourné quelques fois avec Patrick Abibora. Je vois aussi que parfois il y a des amateurs qui passent ici à la salle. Est-ce que tu penses qu'avec la génération d'amateurs et de jeunes qu'on a actuellement, dans quelques années, on pourra aller titiller les Français? Bien sûr, on a un très gros potentiel chez nous en Belgique. Après, c'est juste qu'on n'a jamais vraiment eu le soutien derrière. Mais je sais qu'on a beaucoup de talent, hein, comme dans tout en fait. C'est ça le truc avec les Belges. Même quand tu regardes l'équipe nationale de foot, on a du talent. Quand tu regardes les rappeurs, on a du talent. Tu regardes les boxeurs, on a du talent. Les gars d'MMA, on a du talent un peu partout. Après, maintenant, c'est à nous. Et je pense que je vais mettre cette lumière, en tout cas, sur la Belgique et faire sortir des gros combattants d'ici. Mais clairement, je pense qu'on n'a pas à envier forcément les Français, même s'ils ont une grosse structure, ça a été légalisé chez eux et voilà, les Français ont toujours été un peu sur la carte. Mais on est là, Et en tout cas, moi je suis là et on va mettre la... Ne vous inquiétez pas, la Belgique elle va être en avant très très vite. C'est une petite question improvisée. Là, le 2 septembre, il y a l'UFC Paris. Bon, tu combats le 29 août, ça va être un peu trop short. Mais est-ce qu'un prochain UFC Paris, taper un Français en France, c'est quelque chose qui te chaufferait? Bien sûr. Un UFC Paris, ce serait le feu. C'est juste à côté. Toute la Belgique peut être là et ça peut être énorme, bien sûr. Après, l'UFC t'appelle, tu ne refuses pas. Peu importe où ça soit dans le monde, tu y vas. Mais un UFC Paris, d'office, que si j'ai mon contrat, c'est avec grand plaisir et honneur qu'on ira là-bas, d'office. Ok, bah, je te remercie pour cette interview. J'ai une dernière petite question pour toi. Si tu pourrais retourner 5 ans dans le passé et donner un seul conseil au Zoulou d'il y a 5 ans, qu'est-ce que tu lui dis? Tiens bon, car tout travail a récompense, tout travail porte ses fruits. Tu es sur la bonne voie, continue comme ça, lâche rien. Et n'écoute pas les autres, écoute-toi et continue, c'est tout. Ous, merci beaucoup. Ous.